Il est 20 heures à Douala au Cameroun, c'est la même heure à Libreville. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Ouf de soulagement pour les populations gabonaises qui ne connaîtront pas de perturbations en fourniture d'eau et d'électricité. Pour cause, les employés de ce secteur viennent de suspendre leur mouvement après d'âpres discussions et négociations avec la direction générale de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Bilan à mi-parcours de l'équipe dirigeante de la mairie de Libreville. 7 mois après sa prise de fonction, Léandre Zué, l'édile de cette commune, était face à la presse ce matin pour faire le point des activités de son institution. Enfin, suite à la confusion entretenue par les réseaux sociaux sur une présence éventuelle du virus Ebola en terre gabonaise, le gouvernement dément toute existence au Gabon de cas d'Ebola après les analyses de sang effectuées sur les occupants du navire Sandratide. Dans ce journal, la communication du ministre de la Santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture du journal, l'audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordée ce matin au ministre des Sports, de la Culture, de la Jeunesse et de la Vie associative. Il s'est agi de faire un tour d'horizon de l'actualité sportive gabonaise, mais aussi des prochains matchs des Panthères du Gabon, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Regardons tout cela avec Priska Mougoula, Armand Moupende et Bartel Boisse. Le sport est quand même fédérateur, c'est ce qui rassemble les Gabonais autour d'un centre d'intérêt fort. Le président de la République est très sensible au mouvement sportif. Vous savez que les Panthères se sont remis en activité avec 2 matchs amicaux que nous avons gagnés face au Burkina Faso et au Maroc. C'était une préparation importante pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN 2021. Ces 2 matchs sont importants parce que c'est eux qui vont nous donner la dynamique pour, je dirais, réussir les éliminatoires de la CAN 2021. Et pour cela, nous avions absolument besoin du soutien du président de la République. Supporter numéro 1 du sport au Gabon, le chef de l'État m'a soutenu dans cette démarche de pouvoir vraiment mettre les Panthères dans les meilleures conditions. Nous restons à la présidence de la République où Ali Bongo Ondimba a également reçu en audience les ministres des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et celui du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Le tour d'horizon des activités de leurs départements ministériels respectifs était au centre des échanges. Retrouvons Priska Mougoula. C'est pour gagner en efficacité que le président de la République a convié les 2 membres du gouvernement à cette séance de travail. Objectif, faire un tour d'horizon des ministères dont ils ont la charge. Dans le secteur des mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques, le mouvement d'humeur à la Société d'énergie et d'eau du Gabon ainsi que les projets miniers ont constitué l'ossature des échanges. Nous avons donc fait le point sur la situation à la SEG. Nous avons donc annoncé à Monsieur le Président de la République que la grève était levée, tout en lui expliquant les motifs qui avaient donc occasionné l'entrée en grève d'une partie du personnel. Nous avons également saisi cette occasion pour lui faire le point sur le secteur minier, notamment sur les grands projets d'avenir. Dans le département du pétrole, des gaz et des hydrocarbures, le nouveau code des hydrocarbures a également constitué l'un des sujets abordés au cours de cette audience entre le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba et Noël Mbumba. Situation du 12e appel d'offres, nous avons 35 blocs que nous avons mis aux enchères et qui feront l'objet d'une mise aux enchères jusqu'au 10 janvier 2020. Le nouveau code des hydrocarbures promulgué par le chef de l'État avec beaucoup de vitalité au niveau du secteur. En témoigne le regain d'intérêt pour les entreprises à la fois américaines, russes et européennes pour le bassin sédimentaire gabonais. Ces rencontres périodiques entre le chef de l'État et les membres du gouvernement ont pour but d'évaluer la performance et l'efficience de l'action publique dans tous les secteurs d'activité. Et puis cette bonne nouvelle pour les populations gabonaises qui ne se verront plus privées d'eau et d'électricité car c'est actuellement la trêve à la SEG, 48 heures après le lancement des mouvements d'humeur.
En effet, le syndicat des travailleurs du secteur d'eau et d'énergie vient donc de s'accorder avec la hiérarchie pour la suspension momentanée de leur mouvement en vue d'entrevoir donc les négociations dans de bonnes conditions. Octavio Lanvé, Rodolphe Lebonda pour le compte-rendu. Bonne attitude managériale pour le ministre de l'Énergie qui a assuré la médiation entre le syndicat et la direction générale afin de trouver une issue favorable à la situation de blocage qui prévalait depuis 2 jours au sein de la SCG. Nous sommes tombés d'accord sur les 2 points de désaccord. Nous avons trouvé le juste milieu de telle sorte que nous sortons de cette crise. Une journée marathon au cours de laquelle les partis ont finalement trouvé un terrain d'entente mettant fin au conflit social. Le ministre, avec beaucoup de sagesse, nous a amené à mettre de l'eau dans notre vin. Nous avons exprimé au ministre de tutelle quelles étaient les raisons des points de blocage. La direction générale, elle également, s'est expliquée. Je pense que nous sortons de cette grève assez satisfaits pour l'ensemble du personnel, également pour la direction générale, qui a également fait des efforts à son niveau pour pouvoir rentrer dans un environnement d'apaisement. Et c'est important pour les Gabonais que nous sommes et pour l'entreprise que nous tenons à préserver. Le syndicat des travailleurs de l'énergie et de l'eau disent merci au ministre et à la direction générale pour la résolution du conflit du travail. De la négociation jaillit la lumière. À la mairie de Libreville, l'heure est au bilan à mi-parcours. 7 mois après la prise de fonction de l'équipe Léandre Zué, l'édile de la commune de Libreville était ce matin face à la presse en vue de défendre l'ensemble des activités menées à la tête de l'institution depuis son arrivée. Larding Emamba et Christophe Rodolphe Lebonda pour le compte-rendu. Le cap fixé et les objectifs déterminés. Face à la presse, le maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, a fait le point de ces 7 premiers mois à la tête de la municipalité. Le 2 septembre dernier, nous avons réceptionné les voiries du PK7R nouvelle et PK8 des écoles. Plusieurs autres projets de voiries et d'infrastructures sociales et de santé sont actuellement à l'étude. Au sein des principaux marchés de notre capitale, Momboué, Lumi, Louis, une descente de terrain nous a permis d'échanger avec les commerçants. L'opération Libérer les trottoirs, objet de certaines récriminations, porte ses fruits et vous pouvez aisément le constater. Une multitude de points abordés, notamment le problème de la décharge de Mindoubé, le dilemme des taxes municipales et l'actualité relative au détournement de près de 100 millions de francs CFA à la mairie. Une institution comme la mairie de Libreville, aucun maire détourne de l'argent, il faudrait qu'il y ait au moins 3 complices, c'est-à-dire le directeur général des finances, le trésorier, c'est-à-dire le receveur municipal et le trésorier général. Parce que le maire seul ne peut pas décaisser, il ne peut pas détourner l'argent. Donc dire qu'elle a détourné des sommes d'argent, j'entends des 100 millions, c'est de l'exclamation. Avec un budget primitif de près de 27 milliards de francs CFA, Léandre Zué est donc attendu sur les grands chantiers. Pour l'heure, plusieurs projets en gestation. La construction des préprimaires, des collèges et lycées municipaux. Et la construction d'une usine de traitement de déchets. À mettre à l'actif du maire Léandre Zué, l'embellissement de la ville et l'opération Libérer les trottoirs, 2 axes majeurs de son action à la tête de la mairie de Libreville. Cependant, beaucoup reste à faire pour faire de notre capitale une ville attrayante, comme nous le rapportent ici Mirande Angué et Cédric Zindon. Faire de la capitale gabonaise une cité moderne et écologique, c'est le credo du maire de Libreville. C'est dans cet esprit que Léandre Zué, le chef de l'exécutif municipal, s'est donné comme objectif l'embellissement de la ville. Ces derniers jours, cette opération a pris pour cible certains édifices publics restés longtemps dans un état de délabrement et de décrépitude très avancé. Un monument n'est pas un simple édifice, c'est un puissant vecteur de messages, d'histoire. Et à travers la réhabilitation de certains monuments, allais-je dire, c'est un ouf de soulagement, c'est un acte méritoire car ça contribue à la conservation de l'histoire de notre pays. L'autre axe de cette offensive de l'hôtel de ville, l'opération Libérer les trottoirs.
qui a permis de désengorger certains espaces de la capitale, pris d'assaut par des commerçants en quête d'espace et lieux de vente. C'est une décision, je peux dire, louable. Vous savez, ça rentre dans la sécurité des citoyens. Lorsque les commerçants s'installent en bordure de route, c'est au risque et péril de leur vie. J'espère que toutes les mesures ont d'abord été prises afin que ces commerçants puissent exercer à l'aise, afin qu'ils soient à l'aise dans leur activité. Beaucoup de défis restent néanmoins à relever par le premier magistrat de la commune de Libreville, dans une capitale qui a doublé de taille au cours des dernières décennies et qui fait désormais face à une crise urbaine. Il lui faut engager de véritables travaux d'Hercule pour coller au slogan « Ville propre, accueillante et attrayante ». Et puis justement, coup de projecteur ce soir sur un des hauts lieux qui mérite une attention particulière de la part de l'édile de la capitale gabonaise. Il s'agit du marché Momboué de Libreville, le plus grand de notre capitale, qui continue à retenir toutes les attentions et les inquiétudes des commerçants et consommateurs. Au centre de cet éclairage, Marie-Chantal Ndon de notre rédaction. Au moment où le maire de la commune de Libreville dressait le bilan à mi-parcours de son action à la tête du nouvel exécutif municipal de la capitale gabonaise, notre regard et nos projecteurs se sont penchés sur le marché Momboué, le plus grand et le plus vaste espace commercial qui continue de cristalliser toutes les interrogations et des attentes non satisfaites des usagers et consommateurs. Vraiment, c'est pas facile. Il y a les piétons, il y a les véhicules, il y a les marchandises, il y a les conteneurs. Donc, c'est pas vraiment la joie. Tout embrouillé, les gens passent, les brouettes aussi, et les commerçants aussi. Et il y a aussi l'installation anarchique sur la voie. Les voies sont occupées par des vendeurs. Nous sommes en train d'aller en intervention, il y a des clients qui sont coupés. On doit les remettre. On galère d'abord plus de 5 minutes dans le marché pour passer. C'est mal organisé, papa, c'est pas la peine, c'est mal organisé. Avec le taxman, c'est mal organisé. Momboué, c'est le spectacle quotidien de chaussées et trottoirs obstrués, de l'insécurité, des incendies à répétition, des talles s'étirant de tous les côtés, engendrant une grande promiscuité, fut à la fois de l'absence de caniveaux, d'infirmeries, de parking, toutes choses à l'origine des embouteillages monstres dans cet environnement commercial qui est par ailleurs le centre de tous les trafics. Il n'y a pas à l'heure actuelle de cas d'Ebola au Gabon. C'est le principal enseignement de la communication que le ministre gabonais de la Santé a livré cet après-midi à Libreville suite à l'agitation des réseaux sociaux sur la situation sanitaire des occupants du navire Sandratide. Ce navire secouru au large des côtes gabonaises avec à bord un équipage mal en point. Des analyses de sang effectuées au Centre international de recherche de Franceville révèle la non-existence du virus Ebola en terre gabonaise. Écoutons à ce propos le ministre de la Santé, au micro de Betty Nzembe et Chris Rodolphe Lebonda. À ce jour, sur les 8 membres d'équipage débarqués à Port-Gentil, 2 sont décédés, dont le capitaine du navire et son adjoint. Le premier est décédé dans les heures qui ont suivi son transfert à l'hôpital. Et le second, qui était dans le coma, est décédé hier à 22h43. Les 6 autres marins, dont 3 étaient hospitalisés pour des symptômes mineurs, sont hors de danger et se portent bien. Tous les sujets ayant été en contact avec les marins sont régulièrement suivis et ils sont tous en bonne santé. Les résultats donnés par le Centre international de recherche médicale de Franceville, CINF, sont formels. Aucun des prélèvements issus des passagers du navire Sandratide ne révèle d'infection à virus Ebola. Néanmoins, d'autres analyses bactériologiques et toxicologiques sont en cours.
Voilà qui constitue donc une très bonne nouvelle et qui va ramener très certainement la sérénité au sein de la population gabonaise. Vous suivrez l'intégralité de cette communication au cours de nos programmes de la soirée. Dans votre agenda, sachez que Libreville va abriter dans quelques jours la cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme WAVE. Occasion pour la rédaction de vous présenter ce programme axé sur la recherche des maladies liées au tubercule de manioc. La présentation vous est faite ici par Cabrel-Guilain-Lemami et Arnaud Mengue. Le programme WAVE, Central and West African Virus Epidemiology, est une plateforme technique au service de la recherche scientifique pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en Afrique. La dite plateforme est déjà installée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Togo. C'est un programme qui est axé sur les plantes à racines et tubercules. Un accent particulier est mis sur le manioc parce qu'il s'agit d'une culture de subsistance pour les populations africaines. Comme vous le savez, plus de 800 millions d'Africains dépendent directement de la culture du manioc. Aujourd'hui, il s'agit d'une culture qui est menacée par des maladies virales. Ce programme, dont la première phase s'est déroulée de 2015 à 2019, bénéficie de l'appui financier de la Bill and Melinda Gates Foundation et du département for International Development. Cet appui lui a permis de mettre en place des laboratoires de dernière génération et de former des producteurs à la connaissance des symptômes des maladies virales, du manioc et aux bonnes pratiques culturelles. Il s'agit d'un programme de recherche international évoluant dans 7 pays. Grâce au financement de la fondation Bill and Melinda Gates Foundation et de DFID du Royaume-Uni. Donc c'est un programme qui s'achève dans sa première phase et la seconde phase sera lancée la semaine prochaine à partir d'ici Libreville au Gabon le 6 novembre 2019. Le lancement de la deuxième phase du programme WAVE aura lieu dans quelques jours à Libreville. Au cours de cette rencontre, le Gabon rejoindra le dit programme en même temps que le Cameroun et la Sierra Leone. Sur le même sujet, nous recevons sur ce plateau le professeur Jacques-François Mavungu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yves. J'informe le public que vous êtes directeur pays WAVE. Exactement. Et comme on vient de le voir dans cette présentation de notre confrère Cabrel-Guilain-Lemami, on va assister dans quelques jours à la deuxième phase de ce projet, l'ouverture donc des travaux. Mais est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qu'a été donc la première phase ? Bien sûr, monsieur Yves. Je pense que avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord remercier Gabon Première, qui est finalement un partenaire solide sur lequel nous comptons tous les jours pour pouvoir véhiculer les résultats de nos recherches. Merci bien. Effectivement, notre collègue, Madame Ndiaye Aminata, vient de vous présenter de façon succincte ce programme WAVE. Il faut rappeler que le programme WAVE était un programme qui regroupe des chercheurs de plusieurs pays qu'elle venait de compter tout de suite, qui travaillent sur la même thématique qui porte sur le manioc, pour pouvoir donner à la population des outils nécessaires pour mieux conduire leur champ. Comme bilan de la première phase, donc on a construit le réseau, chose qui n'était pas facile, donc réunir tous ces pays-là autour d'une même thématique. On a équipé, on a construit dans certains pays des laboratoires, on a équipé ces laboratoires-là avec des outils de dernière génération pour faire de la biologie moléculaire, le séquençage et autres. On a formé des chercheurs de haut niveau, on a formé aussi des paysans pour pouvoir reconnaître, identifier ces maladies sur le terrain. Alors vous savez que le Gabon est un pays consommateur à haut volume de manioc. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact de ce programme sur notre pays? Oui, comme je disais tout à l'heure, notre pays, j'aime bien l'expression du président de la République, son Excellence Ali Bongo, qui dit que notre pays ne doit pas être derrière, mais plutôt à côté des autres. Effectivement, l'impact de ce programme est important. Notre pays, à travers ce programme, va avoir un laboratoire équipé avec des appareils de dernière génération pour faire des analyses de façon opérationnelle et pour mieux cerner tout ce qui est pathologie qui mine la production de manioc.
on va aussi avoir de la formation, notamment former des jeunes gabonaises et gabonais dans le domaine des maladies du manioc. Ensuite, nous avons récemment, à la fin 2018, élaboré un plan de prévention et de riposte contre ces maladies, ce qui n'a jamais été fait. Je crois que c'est aussi l'occasion de féliciter le ministre de l'Agriculture, M. Biendi Maganga Moussavou, qui a compris tout de suite qu'il faut associer les chercheurs pour pouvoir mettre en œuvre les différents programmes de développement dans notre pays. Alors, j'ai envie de retenir une expression, vous parlez de maladie du manioc. Est-ce qu'il serait aujourd'hui dangereux de consommer du manioc? Rassurer les populations. Voilà, la dangerosité, il ne faut pas seulement voir l'homme, c'est-à-dire que l'homme, c'est plusieurs dimensions. Les parasites aussi, nous vivons avec les parasites. Là où nous sommes là, il y a plusieurs virus dans cette salle, mais peut-être qui circulent sans trop de bruit. Actuellement, vous venez de passer un élément très important, là, je n'aimerais pas revenir dessus. Oui. On parle ici des maladies du manioc. Donc les virus qu'on retrouve chez le manioc, en fait, ne passent pas, ne peut pas rompre la barrière, ne rompt pas encore la barrière spécifique, ne passe pas chez l'homme. Donc ici, plutôt, les pertes, c'est les pertes économiques, les pertes sociales, c'est-à-dire qui font en sorte que la population reste dans reste prisonnier de la pauvreté et dans la souffrance psychologique. En fait. D'accord. Alors, parlez-nous en 30 secondes de la rencontre du 6 novembre prochain. Quels sont les temps forts? Les temps forts, c'est le premier jour, c'est-à-dire le 6 novembre, à partir de 9h. Il y aura donc cette rencontre solennelle où il y a les politiques, donc les décideurs politiques, les scientifiques, les bailleurs de fonds, dont notamment la Fondation Bill et Melinda Gates qui sera représentée, la DFID. Et deuxième temps fort, c'est l'après-midi, où il y aura donc tous les partenaires possibles pour pouvoir échanger afin d'élaborer des pistes de collaboration pour pouvoir travailler ensemble autour du manioc. Professeur Jacques-François Mavungu, merci. C'est moi qui vous remercie. Première est là pour vous accompagner. Merci. La suite de votre 20h, la gestion du domaine portuaire. Le sujet vient de faire l'objet d'une formation axée sur les ressources humaines aux métiers portuaires de pointe. Les 3 premiers de cette opération ont obtenu un stage de perfectionnement au Maroc offert par la Direction générale de l'OPRAG. Jean-Raoul Baninga et Victor Moununga ont assisté à la clôture de cette formation. C'est à la suite d'un mouvement d'humeur observé par certains étudiants en fin de cycle de l'école normale supérieure que les enseignants de l'ENS affiliés à la section SNEC ont tenu ce point de presse. Ils dénoncent les actes orchestrés à leur encontre par ces étudiants qui, dans leurs revendications, refusent, entre autres, d'adhérer à la bancarisation opérationnelle dans les établissements supérieurs du pays et refusent les soutenances des mémoires prévues aux dates indiquées par le calendrier. Dans la foulée, et comme il est de coutume, ces étudiants indélicats ont intimé l'ordre aux enseignants qui vaquaient à leurs occupations pédagogiques de vider les salles de classe sous peine d'être conduits manu militari, proférer des menaces à l'encontre des enseignants et personnels. Ces violences et voies de fait sur les enseignants constituent des violations des droits humains, susceptibles d'orchestrer des poursuites pénales à l'encontre des auteurs identifiés et meneurs. Ces actes interviennent au moment où, par solidarité, les enseignants-chercheurs s'investissent à sauver l'année académique 2018-2019. Ils interpellent par ailleurs les pouvoirs publics pour que le calendrier académique 2018-2019 soit respecté et ne perturbe pas la rentrée 2019-2020. Pour ce faire, le SNEC exige que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires afin que la quiétude revienne au sein de l'école normale supérieure et que l'année académique en cours aille à son terme. En revanche, si le gouvernement ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour rétablir l'ordre menacé par les garnements, le SNEC propose que le gouvernement proclame l'invalidation de l'année académique 2018-2019. Pour le moment, les enseignants de l'ENS ont suspendu les cours. La reprise des activités reste conditionnée par le retour au calme dans cet établissement supérieur. Vous venez de suivre à l'instant le mouvement d'humeur des enseignants de l'ENS qui sont donc affiliés au syndicat des enseignants-chercheurs, eux qui mettent donc en exergue les menaces dont ils sont l'objet dans cet établissement de la part de certains élèves.
La suite de votre journal, l'Office national de l'emploi vient d'organiser un concours à l'intention des jeunes Gabonais. Formation initiée dans le cadre Procède. Procède, c'est bien sûr le programme de développement des compétences de l'employabilité. Un programme soutenu par la Banque mondiale et plus de 200 jeunes Gabonais sont concernés au niveau de la province de l'Estuaire. Stevie Oyan-Mesui, Richard Mobua nous en parle. Le moment est venu pour ces jeunes, âgés de 16 à 34 ans, de mettre en pratique les connaissances reçues au cours de leur formation, qui aura duré 12 mois. Chacun est donc face à son destin pour l'obtention de la certification. Il y a certaines choses que je ne connaissais pas, comme les extensions. Les extensions, c'est un peu compliqué. Quand une femme porte ça sur la tête, tu peux te dire que ce sont ses cheveux. Et ensuite, en esthétique, j'ai appris comment on fait les épilations à la cire. J'ai appris le soin des visages et la beauté des mains et des pieds. Démarré en 2018, le PRODES, Programme de développement des compétences de l'employabilité, exécuté sur l'ensemble du territoire national, touche environ près de 2000 jeunes, formés dans les métiers de la coiffure, de la plomberie et de la maçonnerie. Au terme de la certification, les jeunes ont un plan d'insertion, on va le dire comme ça. Le plan d'insertion consiste à pouvoir les autonomiser. Il y a un budget qui est mis en place, un fonds d'amorçage à hauteur d'1,5 million qui sera mis à disposition de chaque jeune. La formation a obéi à un référentiel particulier sur lequel les inspecteurs pédagogiques pouvaient évaluer la qualité des cours dispensés. Des inspections ont été diligentées, 4 inspecteurs qui ont fait le tour pour voir si effectivement les formateurs appliquaient les référentiels qui leur avaient été donnés et après, en dehors de référentiels, s'ils avaient d'autres outils, ils appliquaient les outils pédagogiques requis. L'engagement de l'État gabonais de réduire le chômage se concrétise ainsi à travers la future insertion de ces jeunes dans le monde du travail. L'entreprise Infracom, en collaboration avec Nutanix, un éditeur américain spécialiste du numérique, viennent d'organiser un séminaire dans le but de renforcer les capacités des leaders, des chefs d'entreprise et d'administration. L'idée ici est donc d'outiller davantage les participants sur la gestion et la maîtrise des réseaux télécoms. Le compte rendu de Frédéric Yenda-Moukoula. C'est plus d'une vingtaine de leaders responsables d'entreprises et structures bancaires qui ont été formés ici sur les questions de simplification d'infrastructures numériques, de réseaux télécoms et systèmes web, entre autres. Nous apportons du service à partir des études, de la mise en œuvre, de l'ingénierie, de la formation jusqu'au SAV dans tout ce qui est technologie, de l'information et de la communication, surtout la partie télécom. Nous avons travaillé avec majoritairement les banques de la place, les assureurs, les entreprises comme la CETRAG, chez qui on a complètement porté toutes les infrastructures et les migrations transparentes avec les technologies que nous présentons aujourd'hui sur la place. Les experts d'Infracom et Nutanix entendent désormais apporter des innovations en matière de management IT et haute technologie. Nous déployons des fibres optiques, mais au-delà des fibres optiques, nous déployons des couches au-dessus, c'est-à-dire les systèmes serveurs hyper convergés, qui est la technologie, la tendance aujourd'hui en réalité, c'est l'hyperconvergence. Une véritable valeur ajoutée. Nutanix accompagne son partenaire local qui est Infracom. C'est nous qui accompagnons et conseillons nos clients sur ces produits, ces technologies. Nutanix, c'est une mixture de technologies entre nous, notre connaissance du marché local, et eux, c'est un élément nouveau pour nous. Dans notre portfolio de services, c'est aussi un élément nouveau pour le marché. Nutanix va apporter la simplification de la mise en place des data centers. Tout ce qui est data center, tout ce qui est stockage, tout ce qui est mise en réseau va être davantage simplifié, facilité et maîtrisé par, n'est-ce pas, cette technologie et par nos services qui sont présents sur la place. Infracom et Nutanix mutualisent ainsi leur savoir-faire dans le domaine de nouvelles technologies à travers la réduction des coûts informatiques à 60%, une aubaine pour les usagers et les entreprises. Actualité des médias gabonais à présent. Assemblée générale ce matin des syndicats de la communication
Ciprocom et Sinapap au centre des échanges. La suite des négociations avec la tutelle sur la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique. Nous écoutons à cet effet Aminata Ndong et Olivier Makaya. Ils sont au micro d'Annie Konkassa. Nous avons suspendu le mouvement de grève et non levé. Donc ce matin, nous sommes venus dire à la base que les négociations bloquent. Aujourd'hui, nous interpellons une fois de plus le pouvoir public et les communicateurs en ont ras-le-bol. Il est temps de nous restituer notre dignité. Nous voulons rompre avec la manière de faire du syndicalisme, cette manière qui était cavalière. Nous voulons faire du syndicalisme responsable. Donc le Prague. La gestion du domaine portuaire, le sujet vient de faire l'objet, je vous le disais en ouverture, d'une formation axée sur les ressources humaines au métier portuaire de pointe. Les 3 premiers de cette opération ont obtenu un stage de perfectionnement au Maroc offert par la Direction générale de l'OPRAG. Jean-Raoul Badinga nous en parle. Ils étaient 20 participants à cette formation sur la gestion du domaine portuaire qui a duré 1 mois. Un rendez-vous qui se situait 2 mois après la formation de pointe sur la gestion portuaire, stage mené par la CNUSET. Chers collègues, tout en nous invitant à ne pas l'envier, je nous exhorte à honorer notre dévoué et infatigable DG qui n'a pas lésiné sur les moyens en nous offrant cette formation. Cette formation, menée par Mediafa, portait sur la spécialisation des ressources humaines au métier portuaire de pointe, ainsi qu'à la conformité continue des normes internationales en matière de sécurité, sûreté et protection de l'environnement. Mesdames et messieurs les surveillants du domaine de l'OPRAG, pendant 1 mois, vous avez assisté avec une assiduité exemplaire à cette formation et vous avez manifesté un intérêt particulier à l'acquisition des compétences nécessaires à vos postes. Il vous appartient désormais de vous mettre au travail en faisant bon usage du savoir et du savoir-faire acquis. La direction générale s'est dit satisfaite d'avoir atteint un objectif, le renforcement des capacités de ses agents pour la poursuite des résultats attendus. Vous avez la grâce d'être à l'OPRAG, d'avoir un boulot, donc il faut le conserver. Le conserver, c'est quoi? C'est bien travailler, être là quand il le faut. Quand vous levez le matin, vous devez penser travail. Quand vous couchez, vous devez penser travail. Parce que c'est le travail qui vous donne votre statut social. Une formation qui renforce les relations entre l'OPRAG et Mediafa et au-delà, le Gabon et le Maroc. Au Parlement, l'actualité a été marquée ce jour par la réunion du bureau et conférence des présidents au Palais Omar Bongo du Sénat. Les travaux dirigés par la présidente de l'institution étaient essentiellement axés sur les questions de fonctionnement et l'inventaire des textes législatifs soumis à l'attention de cette Chambre du Parlement. Le compte rendu avec Cédric Nzengelomas et Hilario Akumbu. C'est la 2e rencontre statutaire depuis le début de la 2e session ordinaire 2019. Avec les membres du bureau de l'institution, le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson et Pousse-Boussou, a tout d'abord passé en revue les questions de fonctionnement au cours de la traditionnelle réunion du bureau. Il était en effet question de faire l'état d'exécution des décisions et recommandations issues de la rencontre du 11 septembre dernier. Parmi les points épineux de cette rubrique, la réhabilitation du palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, dont les tractations avec certains partenaires connaissent quelques avancées. Au cours de la conférence des présidents, les textes législatifs ont été, eux, au centre des échanges. Les différentes commissions permanentes ont chacune à tour de rôle fait l'inventaire des propositions de loi en cours d'examen, des projets de loi transmis au Sénat, ainsi que des projets de loi adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat par le gouvernement. Des textes pour certains qui pourront être présentés lors de la prochaine séance plénière. À noter la présence au cours de cette réunion du ministre Denis Mekam en charge des institutions constitutionnelles. Des kits scolaires, des produits pharmaceutiques et des équipements pour la mairie au bénéfice des populations de Pana. Nous sommes dans le département de la Lolo-Bouengidi, province de Logoué-Lolo. Le don du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, élu de la localité, vient donc d'être transmis aux bénéficiaires par son chef de cabinet, Areta Bakema. Compte rendu, Dieudonné Rungu.
Être député, c'est bien, mais l'être en étant toujours proche de ses électeurs, c'est encore mieux. Cette maxime a toujours été mise en pratique par l'honorable président Faustin Bokoubi, élu du premier chef département de la Lombo-Boinguedi, qui a dépêché des émissaires dans son fief politique en vue de transmettre aux jeunes scolarisés des trousseaux scolaires complets, et cela au grand bonheur des bénéficiaires. Au nom de l'ensemble des élèves récipiendaires, des enseignants et aux miens propres, que je tiens à vous témoigner notre profonde gratitude pour l'organisation de cette grande manifestation à l'honneur de nos enfants. Madame le chef du cabinet, pendant que vous manifestez l'une des valeurs de la trilogie du Gabon émergent, à savoir celle du partage, nous savons que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a dédié ce septennat à la jeunesse. Restant dans cette logique de partage prônée par le président de la République, l'honorable président de l'Assemblée nationale a également offert des produits pharmaceutiques au centre médical de Pantin et du matériel de voirie à la mairie de Pantin, afin d'apporter sa pierre au rayonnement de cette ville, mais aussi de ses fils. Nous sommes les messagers du président de l'Assemblée et député du premier siège. Comme il est de coutume, chaque rentrée scolaire, il prend toujours pour le partage. Et nous sommes arrivés pour offrir les kits scolaires aux élèves. Et comme si cela ne suffisait pas, l'honorable président a dépêché sur place une équipe technique pour la réhabilitation des pompes hydrauliques de l'ensemble des villages de sa circonscription politique. Dans le 2e arrondissement de la commune de Yem, province du Wellington, l'honorable Estelle Ondo vient d'offrir des kits alimentaires aux familles économiquement faibles, ainsi que des chèques aux femmes commerçantes afin de booster leurs activités. Esmine Kayumba. C'est une rentrée politique placée sous le signe de la solidarité et du partage. Estelle Ondo s'est servie de la plateforme associative J'aime Oyem, dont elle est la présidente, pour traduire sa vision. Elle a ainsi offert des kits alimentaires à plusieurs familles défavorisées. Nous avons recensé les familles les plus démunies parce que même dans la Bible, on dit toujours de venir en aide aux plus faibles. Donc nous avons recensé quelques familles à qui nous allons octroyer une petite aide chaque fin du mois, un petit kit alimentaire. Dans un passé récent, la députée avait signé un partenariat avec une banque pour faciliter aux femmes commerçantes l'accès au microcrédit. Mais en attendant l'aboutissement de ce dossier, cette dernière leur a octroyé des chèques pour renforcer leur commerce. Beaucoup de femmes travaillent, mais souvent, elles manquent de ressources. Elles manquent des personnes pour les booster dans leur activité quotidienne. Donc, en tant qu'acteur politique, en tant que député de la commune d'Oyem, au 2e arrondissement, je me suis demandé comment je pouvais venir en aide à ces femmes qui, au quotidien, travaillent durement pour nourrir leur famille. Une action saluée par les bénéficiaires. Sentiment de joie. Vraiment, les mots me manquent même. D'avoir aide, je ne sais même pas comment je peux même danser aujourd'hui, manger, boire à cause de cette aide-là. Je vais élever mon commerce. Je quitte de 500 à 1 million. Tout un week-end mis à profit pour remercier son électorat. D'autres actions telles que le nettoyage de la ville sont également prévues. Voilà qui vient mettre un terme à votre édition d'information de 20h sur Gabon Première. J'ai envie donc, avant de partir, de vous lire cette communication. Le ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que la journée du vendredi 1er novembre 2019, marquant la Toussaint, donc demain, vendredi, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui met donc fin à ce journal. 23h, retrouvez Rodolphe Mukambi Mboma. Demain, 20h, retrouvez Marie-Jo Moussavou Makondi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Gabon Première.